Salut à tous, c'est Guillaume de Digital War Valley. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle édition du Digitalk. Aujourd'hui, on accueille Nicolas Viau. Salut Nicolas. Bonjour Guillaume. Alors Nicolas, tu es fondateur de l'agence NID, Nature Innovation Design, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ce matin avec toi, on va aborder un sujet que beaucoup attendaient, qui est le sujet de l'identité visuelle, de l'identité graphique. On va parler de marques, de logos, de couleurs. Ça va intéresser pas mal de monde. On avait beaucoup de demandes par rapport à ça. D'ailleurs, pour comprendre un peu les attentes des uns et des autres, on a mis un petit sondage qui vous attend donc dans l'espace sondage pour savoir un peu quelles sont vos attentes par rapport à ce sujet. Voilà, j'ai fini mon introduction. Je rappelle juste que vous avez un espace questions. Ça, si vous nous suivez, vous le savez, hein. N'hésitez pas à poser vos questions. Je les relais au fil de l'eau à Nicolas. Et voilà, vous savez tout. Nicolas, je pense que c'est bon pour toi. Je te laisse démarrer quand tu veux. Bon, bah, je te remercie Guillaume. Oui, on va parler de création de marque et de charte graphique. Je suis assez excité, un peu stressé parce que, comme je disais, j'ai vu quelques digitaux que j'ai trouvé extrêmement intéressants. Donc, je me suis un peu mis la pression, mais j'ai fait au mieux, je pense. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai fait un petit sommaire pour vous voyez. Vous rappeler qu'en fait, la marque, c'est votre meilleur commercial. C'est la première chose que les gens voient quand vous arrivez, vous donnez une carte, vous laissez les cartes. Et si on se rate sur la marque, généralement, bah, c'est pas très bien vu et il y a pas une très bonne, comment dire, un très bon retour sur vos démarches. Donc c'est extrêmement important. Ce qu'on a tendance à oublier aussi, c'est que la marque, ça fait partie d'une stratégie d'entreprise. Et que si on ne le rentre pas tout de suite dans la stratégie d'entreprise et qu'on ne le prend pas au sérieux, c'est plus compliqué de tout développer. Donc on va voir pas mal de choses, comment poser les bases et après comment durer dans le temps. D'accord. Euh, donc une bonne marque, c'est essayer de créer un symbole ou de créer une typographie qu'on puisse voir facilement, comprendre facilement et retenir surtout. Euh, alors, il y a un peu de texte au début, il y a beaucoup de visuels. Je vais montrer à Guillaume. On verra beaucoup d'exemples, vous inquiétez pas. Et n'hésitez pas à poser des questions et à réagir dessus. D'accord. Il n'y a pas de problème, on répondra à tout. Donc, comme je vous disais, quand vous n'êtes pas là, en fait, c'est votre marque qu'on voit. Et c'est important qu'elle puisse fonctionner toute seule et qu'on puisse voir à travers ça les valeurs de ce que vous voulez transmettre. C'est extrêmement important. Donc on commence par un petit exemple. Il n'y a pas besoin là de donner la marque. On sait que c'est Coca-Cola. Ça fonctionne très très bien. Donc je vais prendre des grandes marques. Je vais prendre des marques un peu moins importantes dans cette présentation. Bien souvent, on se dit mais je fais comment pour créer ma marque? Par où je commence? La première chose, c'est qu'on a tout de suite envie de dessiner. On a tout de suite envie de voir des visuels. Euh, alors c'est surtout pas ce qu'il faut faire dans un premier temps. Dans un premier temps, faut pas commencer sans se dire ça va être qui mes clients, ça va être qui à qui je m'adresse. Donc, il peut y avoir plusieurs typologies de personnes. Ce qui est important, c'est d'essayer de se rappeler cette loi qui est commerciale du 80-20. Qu'est-ce qui va me rapporter le plus de chiffre d'affaires? Qu'est-ce qui va me faire gagner plus de temps? Il faut que je me concentre sur qui? Dans un temps 1, d'accord. Donc, il peut y avoir deux typologies de personnes, mais il faut vraiment se concentrer là-dessus, que ce soit en B2B ou en B2C. Et c'est vraiment très important. Je vous le mets sur le support, on ne s'adresse pas à un enfant, si votre cœur de cible c'est un enfant, comme on s'adresse à un senior. Et c'est pas les mêmes codes graphiques, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes typographies. Donc c'est important de commencer par ça. Moi, quand j'ai un client qui vient me voir pour une refonte de marque ou une création de marque, je le fais parler au début. En fait, je parle pas du tout. Je pose des questions. Je dis, bah, tu veux faire quoi? Ça va être qui tes clients? Donc, quand il m'en donne plein, je dis, non, mais c'est quoi qui va te faire tourner tout de suite là? Demain, tu pars. Donc, c'est extrêmement important de retenir ça. Ce que je vous ai mis dans la présentation, c'est des petites questions à se poser aussi. Voilà. Si vous deviez faire un profil type de consommateur, comment vous le faites? Pas besoin d'être, normalement, si vous connaissez un peu votre marché, d'être expert en marketing pour se dire, bah voilà, j'ai commencé à m'enseigner, c'est tel type de personne qui est intéressé par mon service. Okay.
La deuxième chose qui est importante, c'est de voir vos valeurs de marque. Est-ce que je suis très proche de l'éco-conception? Est-ce que je cherche à être ludique? Donc, s'intéresser à ça, prendre le temps de faire ça. Et ce que je vous dirais, c'est la dernière phrase, c'est la plus importante, c'est essayer de faire passer un mini entretien d'embauche à votre boîte, en fait, en disant bah, c'est quoi ses meilleures qualités, c'est quoi ses défauts, est-ce que, enfin, voilà, faire un espèce de petit entretien d'embauche via votre entreprise pour avoir en fait ces valeurs. Ça sera beaucoup plus simple pour développer la marque. Et à partir de ce moment-là, de cette petite cible et cette petite valeur de marque, vous pouvez commencer à créer. Et si vous ne faites pas ça, c'est extrêmement compliqué. Même pour le meilleur créatif du monde, même pour la meilleure agence, si vous arrivez, comment dire, les mains dans les poches, la première chose qui vont commencer, c'est on se pose autour d'une table et on vous fait parler. En fait. Donc c'est important de retenir ça. Je vois que c'est clair, j'ai pas de questions pour l'instant. Alors effectivement, je le redis, vous pouvez poser vos questions dans l'espace dédié. Moi, j'ai quand même une question, Nicolas, c'est Ouais, important là, ce dont tu parlais dans la slide d'avant, j'aime bien l'idée de faire passer un entretien d'embauche. Ça veut dire qu'il y a peut-être une dimension aussi un peu collective, dans ces questions-là à se poser. On a parlé dans un précédent Digitalk de tests utilisateurs et en fait, ça me fait un peu ouais. penser à ça finalement. Tout ça, c'est peut-être des questions qu'on se pose peut-être au moment où justement on doit créer une identité, etc. Tout à Et, fait. et c'est peut-être un peu difficile de faire émerger les réponses. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Ça va être plus simple si vous avez quelqu'un d'extérieur, justement. Si vous allez voir une agence ou si vous faites le tour de vos amis ou de vos connaissances, de remplir cette fiche entreprise ou cette fiche valeur. Moi, je vais vous donner un exemple qui me touche. C'est que j'ai créé plusieurs marques. Et sur une des marques que j'ai créées, je me suis complètement planté sur les valeurs de boîte et sur la cible. Je l'ai lancé et au bout de 6 mois, j'étais obligé de retravailler ma charte graphique et mon argumentaire parce qu'en fait, je la voyais d'une certaine manière. J'avais fait cet exercice-là, j'avais pas assez de recul dessus. Donc, ce que tu dis, c'est très vrai. Dans l'idéal, si vous pouvez le faire, enfin, faire participer des gens extérieurs à ça, c'est super. Ça va vraiment enrichir. Et il faut avoir aussi cette ouverture d'esprit des fois d'entendre des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre ou on va pas être d'accord. Ça permet de prendre du recul. C'est vraiment l'étape la plus importante, en effet. Super. Donc, après, une fois qu'on commence la créa, il y a un mot qu'on entend beaucoup, c'est le storytelling. Et bah, justement, la première chose qui fait du storytelling, ça va être votre logo, ça va être votre marque. Donc, c'est cette histoire de sens, de valeur autour de la marque, c'est important. Donc, je vous ai mis quelques exemples de grands logos, justement, où quand on le voit, il y a une petite histoire qui se fait autour de ça, avec des personnages, avec des cœurs, avec ça se trouve à tel endroit. Sur le Airbnb, sur le Beats, on a une tête avec des écouteurs qu'on voit, cette histoire de podium avec Adidas, vous voyez. Amazon, il y a ce sourire, il y a la flèche qui parle de tout ce qui est rapidité. Ok. Ça si on le perçoit pas directement, on le perçoit de manière indirecte. C'est des signes, c'est des signaux qu'on voit. Le petit sourire d'Amazon, on le voit. Moi, un logo qui est vieux mais que j'aime beaucoup, c'est le GameCube parce que si on prend 2 secondes, on voit un cube, on voit un G et on voit un C. Donc en fait, il y a tout dans ce logo-là. Et en même temps, il est extrêmement simple. Le seul alors on en parlera plus tard, mais le seul inconvénient que je vois, moi, ce logo-là, c'est que c'était la mode des dégradés, et moi, je suis pas super fan des dégradés, justement, vu que c'est une mode. Donc, comme ça, on en parlera un peu plus tard des modes, et il faut faire attention à ça. Mais vous voyez que ces logos, en fait, qui racontent des choses, parce que justement, il y a des valeurs, il y a une histoire autour. C'est important de retenir ça. S'il y a une histoire autour, les gens retiendront votre logo. Et durera dans le temps. Donc ça, c'est l'exemple que je voulais vous montrer aussi, c'est que Apple, ils l'ont créé, mine de rien, en 1977, il n'a toujours pas bougé. Il y a eu des variantes, mais il n'a pas bougé. En fait. C'est pour ça que c'est une marque forte. C'est une marque qui peut se permettre d'avoir des périodes où ça innove un peu moins. Et elle reste dans la tête des gens et on continue à la consommer. Parce qu'il y a, certes, il y a l'innovation autour, ça c'est un autre sujet, mais, euh, mais la marque est forte. On la reconnaît facilement. Ça va tellement loin en termes d'aspect, de rondeur, que même le design Apple aujourd'hui, le design des produits, on n'est pas obligé de mettre la pomme dessus pour le reconnaître.
Okay. Après, il y a une question de visibilité, de lisibilité et d'être unique. Je vais retourner sur les logos qu'on vient de voir. C'est des logos qu'on comprend tout de suite, qu'on lit tout de suite. C'est pas complexe à comprendre. C'est un peu plus GameCube, mais on comprend que c'est un cube. D'accord. Donc, dans cette première étape, il faut là aussi parler hiérarchie. Alors, je sais que ça fait un peu, on intellectualise un peu la chose, mais en fait, on cherche à simplifier en fait le travail de compréhension de notre œil. J'ai donné un petit exemple qui est sur de la typographie, qui traîne sur Internet justement, où bah, vous allez lire ça, puis ensuite ça, et en fait, on le lit dans ce ordre-là. Parce qu'en fait, c'est réfléchi. Donc, dans votre logo, il faut vous dire qu'est-ce que je veux voir d'abord. Est-ce que je veux voir la typographie? Est-ce que je veux voir le sigle? Est-ce que c'est juste une typographie? Qu'est-ce que je veux qu'on lise? Donc, c'est important de comprendre ça, parce que si vous voulez traduire 3 choses en même temps, c'est pas possible. Et on va rien comprendre, en fait. Donc ça, c'est important de retenir ça aussi. La typographie aussi peut être très importante. Et là, on a un très bon exemple. C'est la même phrase. Il y en a un, en fait, c'est un assassin qui va vous mettre ça, et l'autre, c'est votre amoureux ou votre amoureuse. Pourtant, c'est les mêmes mots, c'est la même phrase. Donc la typographie est extrêmement importante, et on verra tout à l'heure qu'il y a certaines marques qui sont un peu trompées sur la typographie. Là encore, on pourrait passer 1 heure, 2 heures sur la typographie et s'intéresser à l'histoire de la typographie, mais on n'a pas le temps. On va avancer un petit peu. On te fera revenir, Nicolas, pour l'histoire de la typographie et des sujets Ça intéresse les gens. encore plus pointus. Voilà. C'est pour ça que je le dis à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est hyper important que vous répondiez à la fin au sondage qu'on envoie, parce que ça nous permet d'aller chercher des sujets qui correspondent à vos attentes, ou d'aller un peu plus loin sur des sujets qu'on a déjà un peu amorcés, mais peut-être de manière un peu généraliste, et aller plus en profondeur là-dessus. Donc voilà. Là, c'est un exemple. Unilever, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments dans le logo. Je l'ai retenu pour ça. Mais en fait, quand on le voit petit, on voit le U tout de suite. Donc, quand on parlait de visibilité et de lisibilité, c'est ça qui est intéressant. C'est que si je le mets petit, je le lis, en fait. Et si je le grossis, en fait, c'est là que je vois qu'il est unique parce qu'il y a plein d'éléments dedans. Je comprends que c'est une entreprise qui fait beaucoup de choses. Et pourtant, ça reste extrêmement simple dans la forme globale. Là où je voulais aussi prendre un peu plus de temps, c'est que je vois pas mal de logos sortir en ce moment, et surtout en Touraine, et, on perd un peu le sens de ce qu'est un logo. Et je voulais faire un petit focus là-dessus, parce que je vois surtout dans le sport, et on confond écusson, on confond illustration, on confond blason et on confond logo. Donc je vous ai remis des définitions qui sont du Larousse, mais concrètement, un logo, on doit le comprendre tout de suite. Un blason, on peut se permettre de mettre des petites illustrations dedans. Une illustration, ça peut être plus complexe, mais en fait, un logo, ça doit être lisible petit. Donc, il y a eu une petite histoire avec le FC Nantes, et je crois qu'il l'a refait il y a 2 ans. Alors, moi, vous ne m'entendrez pas dire j'aime ou j'aime pas. Vous m'entendrez dire il est réussi, il est lisible ou pas. D'accord. L'écusson, qui était l'écusson historique, a été transformé sur le maillot en logo. Logo extrêmement lisible, qu'on lit très très bien. Il y a des gens qui n'ont pas aimé et qui ont dit bah, le logo a changé. C'est une erreur, le blason ou l'écusson a été transformé en logo. D'accord. Là aussi, je vous mets un exemple en dessous, c'est un écusson ou un blason qui a été transformé en illustration. Donc c'est des exemples, c'est des graphistes qui font ça. J'ai mis tous les liens à la fin de la présentation si vous voulez aller lire les différents articles ou aller sur les sites de ces gens qui font ça. Donc c'est ce que je vous mets après un peu plus focus. Un blason transformé en logo. C'est pas la même chose, il faut faire attention de ne pas confondre ça. Là, pareil, un blason et une illustration. C'est pas la même chose. Vous voyez, il s'est amusé à transformer justement en mode NPA ce graphiste-là, ce qui est extrêmement intéressant. Là, c'est 2 styles de logos, donc c'est 2 logos qui sont complètement différents. Alors pourquoi c'est un logo? On pourrait croire que c'est un blason, celui de Gand, mais en fait, si on le met tout petit, et on arrive vraiment à le lire. Donc à la fin, je vous donnerai une astuce justement pour voir la différence entre un blason, un écusson et un logo. Là, on a les logos, et au-dessus, on a des illustrations. Donc c'est ce qu'on commence à voir à droite ou gauche, les gens qui confondent illustration, logo, faire attention à ça. Comment je fais? Donc c'est là qu'on se dit, comment je fais pour le savoir? En fait, je réduis un maximum, et maintenant on a les réseaux sociaux pour ça. Ils sont super, on a les Facebook, les Instagram, où il y a les photos de profil.
Si vous mettez le logo que vous avez actuellement dans votre profil et qu'on n'arrive pas à le lire, c'est que votre logo n'est pas réussi. Vous pouvez le trouver beau, mais potentiellement, ce n'est pas un logo. Donc, je vous ai donné l'exemple de Tours, qui a été aussi très décrié. On aime, on n'aime pas, on trouve joli, on trouve pas joli. Mais quand on le met petit, ben, on se rend compte que c'est pas tout à fait un logo, parce qu'on ne comprend plus le chevalier, on comprend plus ce qui se passe. D'accord? Et moi, j'ai réussi à trouver un espèce de chevalier paladin qui est un logo. Quand on met petit, on arrive toujours à voir le paladin. Ok? Donc ça, vous n'avez pas besoin d'être graphiste pour faire cet exercice-là et de se dire, bon, ok, ça marche pas. Ok? On voit, Nicolas, là-dessus, enfin, je pense que dans les exemples Ouais. que tu prends, il y a aussi un sujet de simplicité ou de complexité des couleurs. Tout à Là, fait. Paladin, c'est bicolore, Tour et les exemples que tu as montrés précédemment, il y a Oui, quand même une multitude de couleurs. J'imagine que ça joue aussi dans la différenciation. tout à fait. Alors, je ne cherchais pas à faire un cours pour des graphistes, mais moi, quand je développe un logo, je fais noir et blanc. Mmh. Une fois qu'il est calé noir et blanc, je mets les couleurs. Mmh. Si on vous présente un logo tout de suite en couleur, demandez-le à le voir en noir et blanc. C'est là qu'on voit où il fonctionne bien. La couleur arrive dans un deuxième temps parce qu'il y a le sens des couleurs, il y a toutes ces choses-là. Mais j'ai été formé comme ça, moi, par des gens qui sont très très forts en branding, et noir et blanc. On prend le crayon, on le fait en noir et blanc, après on le passe sur l'ordi, et la couleur vient seulement après. Là, je pense que le problème de ce logo-là aussi, c'est qu'il n'a peut-être pas forcément été fait en noir et blanc petit, parce qu'il y a des histoires de certi qu'on parle, donc c'est l'épaisseur du trait qui n'est pas assez bien travaillée pour moi sur celui-là. C'est ce qui fait qu'il n'est pas super lisible. Il manquerait un peu plus de travail pour que ça se transforme presque en logo, hein, cette histoire de Tour Volley, Mmh. Tour Basket Club. Bon, je continue. Après, il y a tout ce qui est code graphique. Donc, on va s'intéresser quand même un petit peu au sens des couleurs. Là, je vous ai mis 2 vidéos qui sont très intéressantes. Le contraste. Et on verra qu'il y a des grandes marques qui sont plantées sur le contraste. Qui sont plantées sur le contraste. Et il y a plein de gens qui ont dégommé certaines marques. Et le nombre de couleurs à respecter aussi. Ça, c'est important pour pas que ce soit le fouillis. Et essayer de construire un équilibre. Là aussi, d'expérience, il y a plein de graphistes, et il y a des choses qui traînent sur Internet en disant ah bah je préfère le violet, j'aimerais bien du violet. Moi, je vous conseille pas de le faire au feeling, hein, les couleurs, parce que chaque couleur a un sens et chaque couleur a une incidence sur notre perception des choses. Alors, je vous ai mis une vidéo un peu plus tard, donc elles sont là. Il y a une vidéo qui est sur les couleurs et quelle incidence elles ont sur notre perception, et il y en a une, c'est sur tout ce qui est contraste simultané. Donc, vous connaissez peut-être pas le contraste simultané, on va prendre le temps de l'expliquer un petit peu quand même, parce que c'est important. Par exemple, si je vous présente, il y a des études qui ont été faites, et en fait, si je vous présente une boisson rouge du style Coca-Cola, vous allez avoir tendance à mettre plus de glaçons dedans que sur un Pepsi. Parce que c'est une incidence sur le cerveau, même si c'est la même couleur. Si je vous présente un texte en rouge, vous allez être plus concentré sur la présentation. Alors que si je vous le mets en bleu, vous allez un peu rêvasser, vous allez m'écouter d'une oreille en pensant à plein de choses. Donc quand on met des couleurs en se disant bah, je préfère celle-là, c'est très dangereux de faire ça, parce que c'est pas le but en fait d'une marque. Il faut vraiment réfléchir à la couleur en fonction du but associé ou des valeurs qu'on a vues au début. C'est vraiment un métier et il faut faire confiance aux agences si elles maîtrisent, normalement elles maîtrisent, et à la personne qui vous développe le logo. D'accord ? Un exemple, c'est que McDo, à la base, le McDo, le logo était rouge, ils sont passés en vert. Donc, pour la petite histoire, il y en a qui savent certainement pourquoi. Il y a eu des petits soucis avec. Exactement, c'est du greenwashing. Il y a eu des petits soucis avec la traçabilité, avec des choses comme ça. Ils se sont dit bon, le rouge, c'est la bonne couleur pour un restaurant. D'accord ? Parce que le rouge, ça met en appétit. Donc, vous verrez, il y a plein de marques dans les supermarchés qui sont rouges. Oui, c'est depuis José Bové, exactement. Et en fait, ils sont passés en vert pour dire, bah, maintenant, regardez, nos pains, le blé est fait en France, c'est de la viande bovine, tout est tracé. Donc, ils commencent à appuyer là-dessus. Et du coup, ils ont changé leur logo rouge en vert. Mais il n'empêche que si vous faites bien attention, que vous allez au McDo, ils ont gardé tout leur packaging en rouge. Parce que c'est ce qui met en appétit.
D'accord? Donc la couleur, là, on voit l'incidence de la couleur. Il y en a une qui va être sur le logo pour justement faire du greenwashing et dire aux gens ah, on fait les choses bien maintenant, venez chez nous, c'est pas dangereux. Mais quand vous allez dans le resto, c'est manger beaucoup. Hein. Est-ce On que, est là est-ce que pour. justement, Nicolas, c'est pas un peu un problème parce que ça génère quand même une incohérence d'avoir on va dire la façade qui est verte et jaune, et puis à l'intérieur, tu rentres, tu n'as plus les mêmes couleurs. Enfin, alors évidemment, les anciens comme toi et moi, ils ont connu les McDo rouges, Mhm. mais je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit sujet d'incohérence sur la marque? Bah, si, il y a clairement une incohérence. S'ils avaient voulu vraiment faire du greenwashing, ils auraient dû passer leur packaging en vert partout. Hmm. On est d'accord là-dessus. Mais il n'empêche qu'on est tellement habitué que ça a choqué personne. Hmm. Moi, je donne certains cours, je donne cet exemple-là, et en fait, les élèves, à chaque fois, ils disent ah bah oui, c'est vrai que le logo est vert, et en fait, les packagings sont rouges. Donc ça choque même pas tellement on a été habitué à ça. Hmm. Euh, Après, l'exemple que vous voyez là, oui, c'est aussi maîtrisé, bien sûr. Hmm. Euh, Après, l'exemple que vous voyez là, en fait, c'est ce qu'on appelle un contraste simultané. Donc, le contraste qu'on connaît dans la vie de tous les jours, c'est de passer du noir au blanc avec différentes étapes. Enfin, ça, c'est un dégradé plutôt. Mais le contraste, c'est noir-blanc, c'est un contraste. Le contraste simultané, c'est un contraste entre les différentes couleurs et les couleurs complémentaires. D'accord? Qu'est-ce que ça apporte? Ça permet de faire ressortir une couleur ou la faire un peu disparaître et annuler certains problèmes de vue. Donc là, vous voyez, à l'œil, c'est assez désagréable le vert à côté du rouge. Parce qu'en fait, notre œil génère déjà du vert dans le rouge pour bien voir le rouge. Donc quand on nous en rajoute à côté, c'est pas très agréable. Et ça, c'est important de le retenir parce que le site français a été énormément critiqué. On aime, on n'aime pas. Les gens n'en sont pas conscients, vous voyez. Hmm. Euh, on aime, on n'aime pas le site français. Il a été énormément décrié. À titre personnel, moi je vous invite à voir la vidéo de la construction du nouveau Picto. Donc c'est cette fleur qui est dans un rond. Donc il y a beaucoup de symbolique là-dedans. Hein, le triangle, c'est censé symboliser la culotte, enfin, le slip. Le rond, c'est censé symboliser tout ce qui est circulaire. Et le cœur, c'est en fait le petit pointage Google qui a été assemblé pour faire un cœur, pour dire on fait tout en France. La problématique de ce logo-là, et pourquoi il est très décrié, c'est qu'ils n'ont pas, comment dire, je dirais pas maîtrisé parce que c'est une grosse agence, mais ils sont pas rendus compte qu'ils n'avaient pas appuyé assez sur le contraste. Les deux contrastes, c'est des couleurs moyennes ou foncées. Mettre des couleurs moyennes ou foncées à côté, quand on le passe en gris, c'est pas très lisible. Donc, je voulais le faire, je l'ai pas fait au final. Je voulais le passer en gris, je vous l'enverrai dans la présentation. On n'arrive pas très bien à le voir. L'autre chose, c'est que le vert avec le rouge, c'est un contraste simultané et ça génère ce qu'on appelle des vibrations. D'ailleurs, ça fait forcer l'œil. Et c'est ça qui est très désagréable en fait dans ce sigle-là. En dehors du fait que c'est très symbolique, ça fait travailler l'œil énormément, du coup, il n'est pas agréable à regarder. Et ils auraient peut-être dû mettre un peu de rouge, peut-être un peu moins de rouge. Ils auraient dû travailler ce contraste simultané pour que ce soit moins désagréable à regarder. D'accord? D'un point de vue symbolique, moi je le trouve plutôt réussi. Après, il y a des gens qui vont dire c'est intellectuellement c'est un peu tiré par les cheveux. Moi je le trouve réussi. Ce qui est dangereux aussi, on en parlera un peu plus tard dans tout ce qui est mode, c'est que ce logo-là, il a une histoire, le premier. Là. Le fait de changer, en fait, vous cassez une relation quand vous refaites votre logo, vous cassez une relation des habitudes que vous aviez avec vos consommateurs. Donc c'est très dangereux de faire ça. Même s'ils l'ont fait pour les 10 ans, qui sont contents, c'est-à-dire que certains consommateurs qui se retrouvaient dans ce logo-là, potentiellement, vont pas se retrouver dans le nouveau et vont dire bah j'arrête, ça m'intéresse plus en fait. Et Est-ce que, Nicolas, dans ce cas-là, il y a une explication qui a été donnée par le slip français, la volonté du alors changement, je alors l'ai qu'on lu était nulle part.
Je l'ai lu nulle part. Moi, j'ai lu que c'était qu'ils étaient contents d'avoir 10 ans et qu'ils étaient contents de fêter ça et que pour fêter ça, ils refaisaient un logo. C'est un peu curieux, à un moment où on est quand même, dans la défense du made in France et Oui, cetera, enfin oui, et la cocarde, il y a eu plein de valeurs, hyper tendance. On n'est pas du tout sur un sujet de vieillissement, d'un logo ou d'une association de couleurs. Enfin voilà, donc ouais. ça me rassure si tu as pas vu Non, d'explications. alors je l'ai lu nulle part, je l'ai vu nulle part, et oui, c'est ce qui en ressort, c'est que ce Made in France était mis en avant. Ils mettaient tout ce qui est côté éco-conception aussi en avant, et ils ont Mmh. changé de logo alors que c'était lié à cet ancien logo. C'est assez surprenant Mmh. OK. parce que les valeurs n'ont pas changé en soi. C'est vraiment pour Ouais. non, non, justement, Olivier, les valeurs de cette marque-là n'ont pas vraiment changé. C'est ça qui est surprenant. Et merci de cette réflexion. Total Energy est juste après. On le voit juste après. L'autre souci aussi, c'est que sur ce logo-là, c'est que la typographie n'est pas vraiment cohérente avec le sigle qui est à côté. C'est très carré, alors qu'il y a beaucoup de rondeur. Donc ça, il faut faire attention aussi. Ils auraient pu garder cette typo-là, mais amener plus de rondeur dedans pour faire le lien entre les deux. C'est important de faire ça. Sinon, ça fait typographie posée à côté et ça fait pas Mmh. travailler alors que ça a été travaillé. Total Energy, voilà. Donc eux aussi, c'est du greenwashing, Total Energy, clairement. Ok. Alors je rajoute une petite règle de création de logo, c'est qu'on dit généralement pas plus de 3-4 couleurs, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, ou si vous le passez justement au niveau de gris, ou si vous voulez passer à l'impression, ça va coûter très cher, même en lecture, c'est très compliqué. D'un point de vue construction et greenwashing, comme on dit, c'est plutôt bien fait. Hein. Il y a ce côté manuscrit pour rapporter, pour ce côté énergie, ce côté humain qui est intéressant. Par contre, ils ont mis 40 000 couleurs. Et ça, d'un point de vue composition, c'est pas très, très bien fait. Ouais, l'arc-en-ciel, mais normalement, on met pas d'arc-en-ciel dans un logo. C'est des règles de construction, donc bon, ils sont passés outre. Moi, j'ai vu beaucoup de critiques sur ce logo-là. À titre personnel, je ne trouve pas catastrophique, je trouve même plutôt bien construit et, par rapport aux valeurs qu'ils veulent transmettre, c'est plutôt réussi, à mon sens. Après, on aime, on n'aime pas. Il y a des gens qui disent c'est nul, j'aime pas. Et ils ont le droit. Tu allais poser une question, non? Non, non, effectivement, c'est un changement de logo qui n'est pas passé inaperçu. Oui, bah, c'est un gros groupe, donc forcément, on passe difficilement à côté. Mmh. Là, je voulais prendre ce logo que j'ai trouvé sur Pinterest, qui est intéressant, qui est plutôt réussi d'un point de vue construction aussi. Mais vous voyez qu'il y a 4 couleurs, ça commence à être compliqué, à être assez chargé. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Il y en a Pour une même marque qui 5. s'appelle Three Colors, c'est quand même un peu curieux d'en mettre 4. Ouais, ouais. Donc, vous voyez, il faut faire attention, ça, même s'il reste assez lisible parce qu'il est simple, quand il y a trop de couleurs, c'est compliqué. Après, le rendre fonctionnel. Donc, c'est un des petits commentaires qu'il y avait sur les réseaux sociaux que j'ai trouvé amusant, moi, avec une personne qui disait ouais, merci les logos sur Canva. Il y a aussi ça. Alors, moi, je donnais il y a quelques années des cours sur Illustrator Photoshop. Et je disais aux élèves toujours les logos toujours sur Illustrator. Bon, les élèves, comme toujours, n'écoutent que d'une oreille. Et j'avais des élèves qui me demandaient ce que je pensais de leur logo fait sur Photoshop. Bon, alors on va voir pourquoi il ne faut pas le faire sur Photoshop. Parce qu'en fait, si vous grossissez, c'est du pixel Photoshop. Donc en fait, vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez de votre logo. Si vous le faites sur Illustrator et si un professionnel vous le fait, vous pourrez le mettre n'importe où. Vous pourrez le mettre en 4x3, vous pourrez le mettre en tout petit. Vous n'aurez pas de problème. Un logo, ça se fait sur Illustrator. Vous pouvez après l'importer sur Photoshop. Je connais des webmasters qui font des logos sur Photoshop aussi. Alors, ce n'est pas des grands webmasters, mais faites attention à ça. Un logo, ça se fait sur Illustrator. Parce que ça permet de l'emmener partout et à la taille qu'on le souhaite. OK. Et un imprimeur, il va vous râler dessus si vous passez un logo, en gros, sur Photoshop. Et il aura raison. Deux choses aussi qui sont importantes. Alors, ça fait un peu cours débutant, mais c'est important de retenir. C'est que. Avec un croquis. Oui. Je vous ai mis ces 3 schémas-là parce qu'ils sont intéressants. Il y en a un qui vous permet de voir les couleurs justement de la lumière. On parlait RGB, mais c'est la lumière.
voir les couleurs complémentaires qu'il y a au milieu, on se rend compte que les couleurs complémentaires de la lumière, c'est les couleurs primaires de l'impression. Okay, vous avez le cyan, le jaune et le magenta. Le cyan, jaune, magenta de l'autre côté sur l'impression. Le seul petit reproche que je ferai à ces deux schémas-là, c'est qu'au milieu du CMJN qu'on voit à droite, on voit du noir au milieu. Un puriste, un imprimeur vous dira non, ça ne donne pas du noir, ça donne du gris anthracite. Et c'est pour ça qu'on dit CMJN, c'est qu'on est obligé de rajouter une pointe de noir pour avoir du noir. Donc ça, c'est important de retenir. Le schéma du milieu vous permet de comprendre en fait justement ces couleurs complémentaires. En face du bleu, j'ai le jaune. C'est important de retenir ça. Et ce qu'il faut retenir aussi des couleurs, c'est que sur votre écran, si vous êtes en RGB, vous pourrez avoir toutes les couleurs que vous souhaitez. L'absence le noir, c'est l'absence de lumière. Si je mélange toutes les lumières, j'ai du blanc. Et je peux même aller jusqu'à du fluo, du pastel, je peux avoir tout en fait sur mon écran. C'est pas le cas sur de l'impression, et c'est pour ça qu'on a inventé, il y a des couleurs complémentaires qu'on a inventées, qui sont des Pantone. Alors la marque la plus connue, c'est Pantone, où vous allez avoir des fluos, des pastels, des choses comme ça. Moi, je trouve intéressant, si vous croyez en votre marque et que vous voulez développer votre marque, de prendre un Pantone. Votre Pantone, qu'on puisse reconnaître. Il y a certaines marques où en fait on voit juste la couleur et on sait que c'est cette marque-là. Le rouge de Coca, enfin on voit une vague avec du rouge, on sait que c'est Coca. Pourtant on n'a pas vu le logo. Si je vous mets le jaune, si je vous mets le bleu de Twitter, vous allez le reconnaître aussi. Donc c'est important de comprendre ça. J'ai pas compris la phrase d'Olivier. Ce qu'il faut comprendre aussi aujourd'hui, c'est que faut que le logo soit responsive. Donc c'est le nouveau terme à la mode. Ah, c'est l'auteur du livre, d'accord, merci. C'est un terme qui est devenu à la mode, mais moi, en fait, on m'a appris à construire les logos comme ça. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Mes études, je les ai arrêtées. Les études de graphiste, je les ai finies en 2005-2006. Donc, c'est pas quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais faut que votre logo fonctionne en petit, il faut qu'il soit adaptable sur tous les supports. Il y a plein de logos qui sortent aujourd'hui qui ne sont pas adaptables, que ces règles sont oubliées, alors qu'on a les réseaux sociaux aujourd'hui, que c'est indispensable. Donc, je suis allé chercher quelques exemples et les meilleures marques, justement, ont intégré ça depuis longtemps. Donc ça, il faut l'anticiper. Okay, c'est le petit exemple que je vous ai donné au début. Vous le mettez en tout petit et vous savez si ça fonctionne ou pas, clairement. Il reste 10 minutes, il faut que j'accélère. Non, tu as du temps, Nicolas, t'inquiète pas. Alors pour moi, là, on va finir sur la partie la plus intéressante qui est la mode. J'ai tendance à dire, une marque, votre gamme de produits peut suivre la mode, votre gamme de services peut suivre la mode. Par contre, votre marque, elle ne suit pas la mode. Votre marque, elle est comme ça, elle doit pas. Vous ne devez pas refaire le logo tous les 5 ou tous les 10 ans. Sinon, vous perdez vos valeurs, sinon, vous perdez vos clients. C'est ce qu'on a un peu vu avec le site français. Et il y a plein de marques actuellement qui font ça. Et il y a plein de marques actuellement qui reviennent de ça. L'exemple, c'est en ce moment haute couture, les marques de haute couture créent des espèces de sous-marques de mode. Donc on a Saint-Laurent, on a Burberry qui font ça, et en fait qui se calent sur la mode des typographies larges, modernes. Et en fait, on perd toute la valeur ajoutée, toute l'histoire de ces marques-là, et quelque part, dans l'inconscient, ça dévalorise la marque. Donc c'est très dangereux de faire ça. Chanel bouge pas. Chanel, ils bougeront pas. Alors, Yves Saint Laurent a gardé sa marque et on le voit, mais ils ont créé une autre marque à côté. Enfin, moi, je déconseille de faire ça. D'accord ? Le meilleur exemple, c'est qu'il y a Kodak, Reebok et Burger King qui reviennent justement à leurs fondamentaux. Ils avaient un logo qu'ils ont modifié, se sont rendus compte que ils s'étaient perdus dans leurs valeurs et ils reviennent dessus parce que on est associé à cette marque-là, on a compris leurs valeurs, on a compris ce qu'ils vendaient. Justement, on récupère des clients ou des gens qui croyaient en ces valeurs qu'on avait perdu.
Vous aimez bien, ouais. Mais le Burger King, c'est celui-là. Et si elles y reviennent, c'est qu'a priori, c'est celui-là qui fonctionne et c'est ça qui représente le mieux la marque. Donc, faire attention à ça, de changer. Vous envoyez plein de signaux un peu compliqués. C'est comme quand vous faites un changement de positionnement sur certains produits, vous perdez les consommateurs. Euh, Apple l'a fait il y a quelques années, quand ils ont fait le 5C, ils ont vite arrêté le 5C parce qu'en fait, les gens comprenaient plus. Ils disaient, mais Apple font du haut de gamme ou ils font des choses abordables? Ils ont vite arrêté de faire ça. Les Ah, téléphones à 300 euros, ils le font plus. Julien nous demande si tu es sûr pour le logo Burger King. Oui, j'ai vérifié. Oui, j'ai vérifié. J'avais un Quoi, doute aussi et je suis allé vérifier. Ils reviennent dessus. et est-ce que c'est pas un peu comme McDo, c'est-à-dire ils n'ont pas gardé une partie l'un, une partie l'autre en fonction entre le site, les établissements, le packaging, etc. Je pense que ça va se faire au fur et à mesure, mais Ouais, ils, ça doit ils faire ça. reviennent dessus. Ouais. Ils Ok. reviennent dessus. Ouais, 2021, c'est quand même relativement C'est récent, récent. donc C'est il y a très sans récent. doute des adaptations à faire. Ouais. Mais ok, Ouais. c'est super intéressant cet aperçu de marques qui reviennent en arrière. Je pense que c'est intéressant pour des marques aussi qui ont touché certains publics à certaines époques et qui ont envie de Ouais. garder aussi ces publics. Oui, Tu c'est parlais des ça. personas au début. À un moment donné, une marque, elle a besoin, évidemment, enfin, elle veut agrandir son marché, mais elle a besoin aussi de garder ses fondamentaux dans la marque, mais aussi dans ses clients. Il y a sans doute une réflexion liée à ça aussi. Oui. Bah, si on doit faire un parallèle Burger King, McDo, ils n'ont jamais changé leurs deux arcs parce que McDo, leur cible, ça reste les enfants, leur cible Mm. principale. Ils visent tout le monde, mais l'idée, c'est de fidéliser le plus possible les enfants pour qu'on continue à y aller plus grand. Si demain, ils changent le logo, en fait, on va être perdu et on va plus vouloir euh, ce côté fidélisation, ils vont le perdre via la marque. Donc, je pense qu'il y a un peu ça, c'est les amoureux de Burger King, c'était ça le logo, ils se sont dit, on est en train de les perdre potentiellement, on revient sur l'ancien parce que justement, peut-être que ces gens-là qui grandissent vont emmener leurs enfants et on va peut-être pouvoir piquer de la part de marché à McDo avec cette même stratégie. Ouais, et Julien nous dit le verre McDo, c'est que pour la France, hein, Ouais, ce j'ai qui vu montre ça. encore une fois Ouais. que c'est vraiment totalement greenwashing parce que c'est juste Oui, pour se caler sur des attentes spécifiques à un marché local. oui, certainement. Oui, oui, oui. Mais c'est la France parce qu'il y a eu ces scandales, mais c'est la France aussi parce que, bah, comme disait tout à l'heure, il y a eu le problème avec José Bové. Et puis qu'on est quand même dans un pays où on aime bien manger, donc ce côté traçabilité, tout ça, c'est important Mhm. de le souligner. Mhm. Donc C'est ça m'étonne. intéressant cette stratégie d'adaptation aussi aux Oui, complètement. particularités locales. Alors, dis-moi. Non, vas-y, vas-y, vas-y. On est passé un peu vite dessus, mais il y a deux choses qui sont importantes. Ça me fait penser à la couleur. La première, c'est qu'une marque, ça se reconnaît en 2/10 de seconde grâce à la couleur. Donc c'est important aussi. Et, euh, et la deuxième, je ne me rappelle plus. J'avais une chose à dire, mais c'est passé, c'est On pas grave. reviendra peut-être avec les slides suivants. Certainement, c'était sur la couleur aussi. Tu as des belles choses à nous montrer encore, je crois. Si, c'est que la couleur n'a pas la même signification en fonction des pays. Par exemple, le rouge, par exemple, nous on se marie en blanc, et au Japon c'est le rouge. Donc il y a aussi ça qu'il faut faire attention à ça aussi. Oui, il y a des pays où le blanc est la couleur du deuil. Voilà, Voilà. enfin, donc Ouais, c'est tout à fait. plein de choses comme ça. Dis-moi, faut que je me dépêche. Non, Peut-être pas du dernier tout. élément. Vas-y, vas-y, je t'en prie, prends ton temps. Et on va sur un dernier exemple justement d'un logo qui a été énormément critiqué ou adulé en fonction des gens. Des gens qui l'ont trouvé génial, il y a des gens qui l'ont trouvé scandaleux. Là encore, moi, je reprends les bases de ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure pour vous dire, pour moi, c'est réussi ou c'est pas réussi. Oui. Euh, pour moi, ce logo-là est pas judicieux. Alors, on va voir pourquoi. La première, c'est qu'historiquement, en fait, ce blason-là était dans les années 60 et que depuis les années 80, on a ce lion-là. Donc, ça fait 40 ans qu'on mange ce lion-là. Voilà. Donc, moi, ma génération n'a connu que ce lion-là. Et concrètement, les gens qui vont acheter dans le futur, c'est notre génération, potentiellement, qui vont acheter Peugeot et la génération qui arrive après. Donc, en fait, ce changement, il n'est peut-être pas forcément si simple que ça, pas si évident à comprendre. Là encore, il y a ce côté où on coupe.
Alors, le discours de Peugeot, c'est que notre lion s'adapte aux époques et tout. C'est un des points que j'ai appuyé au début, c'est une marque forte, en fait, elle bouge pas dans le temps. Elle fait quelques petites modifications, mais en gros, le logo, la forme du logo se modifie pas. D'accord? Donc là, c'est un gros changement, c'est très compliqué. La deuxième chose qu'ils font et qui est extrêmement compliquée, et là, si la communauté a des exemples, je suis intéressé, parce que moi, j'en connais pas, de marques qui sont moyenne gamme et qui cherchent à se repositionner haut de gamme et qui réussissent. Moi, j'en connais pas. Je connais des gammes qui étaient haut de gamme qui sont repositionnées moyenne gamme, j'en connais. Par contre, dans l'autre sens, c'est très compliqué. Et, euh, et surtout en France. Quand en France, on est habitué à une gamme depuis des années qui fait du moyenne gamme. Alors, on se met d'accord, c'est son positionnement. Ça n'empêche pas qu'ils font des belles voitures. On passe pas du haut de gamme comme ça d'un coup. Ça fonctionne pas. Historiquement, ça fonctionne pas, et surtout pas dans l'automobile. Donc, moi, je trouve ça compliqué. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il n'est pas si lisible que ça. On a du mal à comprendre le lion quand il est un petit. Petit exercice qu'on a fait tout à l'heure. Et toutes les marques ont fait ça. Là encore, on parle de greenwashing. Toutes les marques l'ont fait en passant sur quelque chose de flat. Et ben, en fait, Peugeot et Kia, c'est les seuls à avoir changé de manière drastique leur logo. Très compliqué là aussi. Les autres, ils n'ont pas, à proprement dit, changé leur logo. Ils l'ont juste mis flat, ils ont enlevé le côté chrome pour dire, voilà, maintenant on fait de l'électrique, on essaie de faire les choses pas polluantes, on travaille bien. Là, ils repartent de zéro. Et comme on le voit, c'est des gros certis, c'est bien lisible partout, c'est reconnaissable. Celui-là est beaucoup plus compliqué à lire. On a du mal à le comprendre, à le percevoir. L'autre grosse erreur qu'ils ont fait pour moi, pour l'identité de marque, c'est que ce côté responsive dont on a parlé, ils ne l'ont absolument pas anticipé. C'est-à-dire que sur le site, si vous allez avec une tablette, d'accord, ou avec votre téléphone, le site va apparaître comme ça. Première erreur, il y a une voiture avec le nouveau logo et une voiture avec l'ancien logo. Donc, si on se lance dans le haut de gamme et que, en fait, les voitures et les logos sont dépareillés, le message qu'on envoie n'est pas terrible, à mon sens. Et la deuxième chose, c'est que quand je scrolle, en fait, le logo disparaît. Et j'ai un petit sigle qui peut parler sur plein de choses. Moi, perso, je vois la calandre de Alfa Romeo. Mmh. Donc, c'est encore pire. Mmh. Vous voyez? C'est que Tout je à vois fait. une autre marque. Et d'ailleurs, si tu peux revenir sur la photo, d'avant où on voit enfin la slide d'avant où on voit la photo avec le véhicule, voilà. Oui, En fait, là, on voit de loin, donc la photo, la voiture, on peut imaginer qu'elle est à peut-être 5 mètres de nous si elle était oui, en vue réelle. On oui. ne lit pas du tout le logo sur Non, pas du sur tout. la calandre, enfin, Pas du tout. c'est illisible. C'est la problématique. Donc, c'est pour ça que moi, d'un point de vue professionnel, ce logo, que j'appellerais moi plutôt un sigle ou un blason, Mmh. n'est pas réussi. Et je dis pas, il est pas beau, hein. Je note pas, je mets pas d'affect dedans. Il est pas lisible, il est pas réussi. Et là, le logo, l'ancien, je le vois mieux. Je le vois mieux de loin. C'est plus identifiable. Donc, voilà, je pense que c'était un sujet intéressant à appuyer, Peugeot, parce qu'on en a beaucoup parlé. Mmh. D'un point de vue factuel, on peut dire que c'est pas réussi, parce que pas lisible et pas reconnaissable. Et qu'un logo, c'est son job, en fait. On vous voit de loin, qu'on vous reconnaisse de loin. Donc celui-là n'est pas réussi à mon sens. Euh, alors, si vous voulez, après, éviter tous des problèmes, moi, par exemple, j'ai un client qui m'a appelé il y a 2 jours pour dire, bah, en fait, j'ai 3 logos sur mon site, sur mes plaquettes. Si vous payez un logo, payez une charte graphique, ça vous coûtera plus cher, mais en fait, vous serez carré, parce que dans votre charte graphique, il y a comment se sert du logo, où je peux le mettre, quelle couleur, et comment je peux m'en servir, la typographie associée, ça sera beaucoup plus simple pour vous. D'accord? Et vous n'aurez pas des variantes qui ne vous plaisent pas ou les gens ne le disent pas. Donc, moi, c'est ça que je vous dirais de faire dans la finalité des choses. Donc, j'ai réussi à tenir, c'est la fin de la présentation, et je vous ai mis dans la présentation un petit lien qui est une petite. Alors, je ne vous ai pas mis toute la charte graphique d'un des clients que j'ai fait, où vous pouvez voir justement comment on décline, et, avec monochrome, niveau de grille, les couleurs, les typographies associées, ce que vous êtes en droit d'attendre si vous faites, comment dire,
si vous faites faire votre charte graphique par quelqu'un pour être rassuré. Voilà. C'est cool. Il y a eu des questions. J'avais peur qu'il n'y ait pas trop de questions. Donc, Ouais, alors, j'espère que c'était intéressant. Ouais, justement, tu parles de questions, Leïla qui demande pour le logo en termes de graphique vectoriel, quel support gratuit puis-je utiliser? Est-ce que ça existe, des ressources gratuites pour faire du Oui, vectoriel? Voilà. oui. Alors, il y en a. Je cherche ça. J'ai pris la photo sur mon téléphone. Je vais vous donner ça. Alors, vous avez un truc qui s'appelle Inkscape. Je vous le marque. Ouais, Inkscape, ouais. C'est pas tout jeune ça, hein, ça existe depuis quelques années. Ouais, Maintenant. mais il y a ça qui fonctionne bien. C'est le seul que je connaisse, a priori. Et j'en avais un deuxième, alors, que j'ai dans mes. Bon, moi, je me sers d'Illustrator, donc je ne les connais pas par cœur, vous m'excuserez. Mais je les ai dans mes raccourcis. Photopea, il fait un peu tout. Il fait du Photoshop, il fait du Illustrator, il fait un peu tout. Voilà. Photopea, je vais vous mettre le lien si vous voulez. Et normalement, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Rien. Super. Bon, après, on comprend que il vaut mieux quand même investir un minimum pour Oui. un sujet aussi important Je que la pense. marque. C'est ce que j'expliquais au début, ça fait quand même partie de la stratégie d'entreprise et on le voit avec les gros groupes. Hein. Quand ils ont un problème de communication, qu'ils ont besoin de faire du greenwashing ou qu'il y a un gros changement, et ben, ils vont voir des agences. Alors, pas toujours les bonnes agences. Moi, je conseille quand même d'aller voir une bonne agence, voire une agence de branding, des gens qui sont experts en branding. D'ailleurs, dans la présentation, je vous ai mis des articles à la fin d'une excellente agence de branding qui s'appelle Graphéine, que je trouve absolument géniale. Qui coûte très cher par contre. Et, voilà. Et surtout, dites-vous que pour les gens qui ont des commerciaux, un commercial, vous le payez tous les mois et alors ça vous coûte cher, non, mais ça vous rapporte certainement. Dites-vous que c'est pareil en fait une charte graphique. C'est un investissement et c'est la première chose qu'on voit. Votre marque, c'est la première chose qu'on voit. Donc se dire, bah moi je mets pas plus de 1000 euros dans une création de boîte alors que vous êtes une PME qui fait plusieurs centaines ou plusieurs dizaines de milliers d'euros, dites-vous que c'est quand même pas grand-chose et que les retombées sont hyper intéressantes. J'ai un client moi, dont j'ai fait le logo, j'ai passé le temps. Généralement, quand je fais un logo, c'est moi qui choisis le papier et qui offre la première impression de carte parce que je veux que c'est vraiment c'est de la gueule. Il n'a pas eu besoin de site internet au début. Il est allé chercher plein de clients. Il a levé des clients grâce à ça. Et c'est pas des petits clients, grâce au logo et grâce à la carte. C'est du style SNCF. Enfin voilà, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment important. Faut pas sous-estimer ça. C'est intéressant SNCF parce que tu l'as pas mis dans tes exemples, mais il y avait le fameux exemple du TGV. Du TGV qui fait l'escargot à l'envers. Ouais. Voilà, qui avait été retourné en Il était escargot. un peu vieux, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Ouais. Mais c'est intéressant parce que pour le coup, c'est un sujet un peu de déformation de logo. Enfin, voilà, faut Oui, le voir un tout à peu. fait. Tout à fait. Bon, il y en a plein et ça fait sourire, mais je pense qu'effectivement, la multiplication des exemples est aussi une manière d'apprendre. Oui. Alors un peu par défaut, hein, plutôt apprendre les trucs à pas faire. Ouais. Euh, mais ouais, ok. Moi, j'ai une question pour toi qui accompagne des marques sur de la création, de la refonte d'identité graphique. Comment est-ce que comment est-ce que tu arrives à aplanir un peu le sujet de l'affect en quelque sorte ou du goût personnel dont tu parlais par rapport à Mmh. tes clients? J'imagine qu'il y en a qui arrivent avec des idées peut-être assez précises Oui. ou qui vont voilà, être peut-être un peu fermés. Enfin, comment ça se travaille tout ça? Alors j'essaie de pas les braquer. Surtout, faut surtout pas braquer les gens. J'essaie justement par des exemples ou par de la littérature ou des choses comme ça de leur dire bah voilà comme j'expliquais expliquer par exemple que le bleu en fait c'est associé à la créativité, que notre cerveau réagit comme ça. Donc quand il y a de la flex, j'essaie justement de mettre en avant le côté un peu scientifique de la chose, même s'il n'est pas perçu par les gens, et de prendre du temps en fait, leur dire bah le logo on n'en a pas besoin dans l'idéal, prenez le temps de réfléchir.
Mmh. Faites le tour des gens qui sont autour de vous pour donner les avis. Moi, alors ça va vous paraître bizarre, mais moi, ça me dérange pas quand j'ai un client qui me dit bah, on peut essayer ça. En fait, je me dis ok, c'est moi le professionnel, mais euh, j'ai pas la science infuse. Des fois, je passe à côté de choses. Donc, s'il a un doute, moi, je fais les essais, on échange. Par contre, ce que je fais pas, c'est que je présente jamais des pistes j'estime pas Mmh. bien. Alors, je sais qu'il y a il y a des agences, c'est beaucoup d'agences qui font ça, qui présentent un truc qu'ils aiment bien et deux trucs qu'ils trouvent pas bien. Je Mmh. trouve ça extrêmement dangereux, moi, Mmh. parce que j'ai pas mis des exemples là, mais j'en ai plein dans la région là, dont des communautés de communes qui ont choisi des logos mais pourris parce que l'agence s'est dit ils choisiront jamais ça. Mmh. Et la communauté de Pas communes de a chance. choisi ça. Alors c'est pas Tours, hein, c'est une autre. On ne Et donnera pas de nom. quand on voit le logo, on se dit non, c'est pas possible, c'est pas une agence qui a fait ça. Et en fait, ils se sont fait avoir leur propre jeu. Donc moi, je fais jamais ça, par exemple. OK, intéressant. Je relais une question de Sylvain. Quand on a un logo qui est fait un peu à la va-vite, mais pour lequel on pense qu'il fonctionne, comment on s'y prend pour le redesigner? Comment on peut, Alors, transformer, enfin, améliorer les ouais, choses sans faire table rase? Parce que tu disais, voilà, si ça oui, fonctionne, il faut oui. pas non plus, on peut faire des Alors variantes, mais c'est il faut garder super la intéressant. Euh, alors c'est ce que je disais à Guillaume, on se voit toujours un petit peu avant. En fait, moi, ma présentation, elle faisait 100 pages au début. Ouais. Parce que je voulais en dire plein et j'étais obligé d'en retirer. mais tu Euh, reviendras. Moi, ce que je vous conseille, c'est des règles très simples. La règle des tiers, par exemple. Euh, Construire des règles, prenez du papier carreau, redessinez-le en fonction de ça. C'est comme ça qu'on construit en fait. On peut le dessiner à la main, mais une fois qu'on le fait sur Illustrator, et ben en fait on a des règles de partout. Moi, j'aime beaucoup la règle du tiers, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Donc, je divise ma page en 9 et je construis mon logo comme ça. Parce que l'œil répond à ça, en fait. Aime beaucoup cette règle du tiers et la trouve harmonieuse. C'est comme ça que fonctionne notre œil. Donc, moi, je vous conseillerais de faire ça. Vous avez un Mais ça veut logo dire quoi? qui Tu peux préciser la règle du tiers, ça fonctionne comment? c'est des règles c'est des neurosciences qui ont été confirmées, en fait, depuis les années 30-40. Et alors, à l'Antiquité, il y avait le nombre d'or qui servait à sculpter Mmh. les statues et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que pour de la pub ou pour des logos ou des choses comme ça, si on prenait une affiche ou un support, qu'on le divisait en trois, en haut et en bas, et que soit qu'on mettait un objet vraiment sur une ligne ou vraiment posé sur la ligne, qu'on mordait pas un petit peu, bah en fait, naturellement, on trouvait ça plus harmonieux. Et OK. si ça mord un petit peu, bah en fait, naturellement, l'œil dit il y a un truc qui cloche, et en fait, c'est traduit par c'est pas beau, alors que Mmh. c'est juste pas bien placé. OK. Voilà. OK. Ouais, et Sylvain nous dit: «Quand on est nul en dessin, on fait quoi? Il faut aller voir un Qu'est-ce qu'on graphiste. appelle?» Va voir un graphiste. Ah oui. Chacun son métier, je suis désolé. Voilà. Bon, Nicolas, je pense que tu pourras aider un certain nombre de participants d'aujourd'hui, Ouais. Moi, je suis voilà, nul en commerce, je vais voir un commercial. il faut savoir être complémentaires. Ouais, Effectivement, exactement. voilà. On vous Et mettra en bon, on peut relation, parler. Sylvain et Nicolas. Voilà. OK. Est-ce que tu peux nous résumer vraiment les 3, Les 3 grands les points. 3 trucs Ouais, essentiels ouais. vraiment, qu'il faut avoir en tête pour faire, Pour cette moi, les 3 choses essentielles, le premier point, c'est stratégie. Donc, je m'adresse à qui et c'est quoi mmh, mes valeurs? Voilà. La deuxième, c'est logo simple, pas chercher quelque chose de compliqué, et c'est un message à la fois. Votre logo doit avoir une ou deux valeurs, faut pas qu'il y en ait 40 000. Voilà. Et la dernière, c'est ne pas suivre les modes. Voilà. Vous avez des valeurs, restez dans vos valeurs. Après, d'un point de vue marque, moi, c'est les 3 points principaux pour moi qu'il faut retenir. Et les grandes marques, même des petites marques qui fonctionnent bien, elles bougent pas dans le temps, en fait. C'est ça, elles sont parties. Alors, c'est des gens qui ont mis un peu de sous au début, mais ça bouge pas. Et en fait, on comprend de quoi on parle. Et ça rassure, en fait, de voir une marque qui bouge pas. C'est aussi ça. On se mmh. dit c'est constant et ça fonctionne bien. Et ouais, c'est un équilibre délicat,
mettre de la nouveauté sans trop dérouter son public. Ouais. Ok, eh Voilà. ben, merci Nicolas. Je pense qu'on a Merci à fait le toi, merci à tour. tout le monde pour les Bah, questions, c'était super. c'est un sujet qui est passionnant. Je l'attendais avec beaucoup d'impatience, celui-là, et on est loin de l'avoir épuisé, donc Oui, probablement oui, que tu oui, reviendras, plaisir. on pourra aborder des points peut-être un peu plus spécifiques. Donc je le redis à ceux qui nous écoutent, hein, n'hésitez pas dans le sondage qu'on vous transmet juste après à vous nous donner un peu voilà, vos attentes, si vous voulez aller plus loin sur tel ou tel aspect. Nicolas se fera un plaisir de revenir Merci. avec nous, je pense. Oui. Voilà, Je peux effectivement, préciser, Théo, on mais le fera support, un je le débrief. donne aussi? Ouais, Le le support, support, effectivement, ça c'est super cool. Merci Nicolas. On partagera le support. Vous avez toutes les références dedans. C'est très, très travaillé. Merci beaucoup Nicolas pour tout le travail que tu as avec fait plaisir. en amont. Et puis, bah, bien évidemment, tu es à la disposition de toutes et tous, je pense, pour approfondir si vous avez des sujets, si vous souhaitez être accompagné sur vos projets de création ou de refonte d'identité graphique. Merci encore Nicolas. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous, alors pas la semaine prochaine parce que c'est jeudi de l'Ascension, on ne fait pas de webinaire. La semaine d'après, là, alors je pense que tu viendras Nicolas parce qu'on va parler prospection. Ah bah La, oui, 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 je la l'ai vu passer, oui, prospection, je serai là. la prospection, j'aime pas ça. Ce sera le Ouais. titre du webinaire dans 15 jours. Et donc, prenez vos places pour apprendre comment devenir un expert de la prospection. On compte sur vous. Merci encore, Nicolas. Merci à toutes et à tous. Merci à tout Et le très monde. bonne Salut. journée. À bientôt. Merci.